C'est par la somme de ces contraintes-là que vous allez trouver des solutions différentes, que votre quartier va avoir sa saveur propre et à trouver la façon de rendre le quartier agréable à vivre, dynamique et inspirant. Les contraintes ne sont pas de simples obstacles à la constitution d'un quartier. Elles dictent carrément les formes urbaines. Selon les obstacles ou les contraintes avec lesquelles vous allez composer, c'est elles qui vont influencer complètement la façon dont vous allez aménager votre nouveau quartier. Mon meilleur exemple, mon préféré, mon ingrédient essentiel à une belle recette, je nomme le stationnement. Bienvenue au 21e siècle. Car je vais vous donner une équation toute simple à retenir. Plus la place de l'automobile et du stationnement est grande dans un quartier, plus votre quartier va être raté ou carrément laid. Les stationnements, c'est comme le sel dans une recette. C'est essentiel, ça peut donner du goût, mais si on en met trop, ça peut faire carrément rater la recette. En plus, c'est pas bon pour la santé. Alors, je vous mets au défi de me nommer un quartier, une ville que vous avez visitée, et que vous avez eu du plaisir, que vous avez trouvé joli, que vous avez trouvé agréable, sécuritaire, où la place de l'automobile était reine. Cherchez pas trop, ça n'existe pas. Les quartiers qu'on préfère ont toujours réussi à cacher l'automobile, la rendre secondaire et à sentir que c'était le piéton qui était privilégié ou d'autres manières de se déplacer dans le quartier. Dans tous les quartiers que je vous ai mentionnés depuis le début des capsules, tous ont trouvé des solutions pour que l'auto ne soit pas omniprésente. Vauban, en Allemagne, a un stationnement étagé à l'entrée du quartier. Ça dégage complètement les petites rues résidentielles de la présence des automobiles. C'est extraordinaire de voir les enfants jouer, mais ça n'empêche pas évidemment les livraisons ou les déménagements qui peuvent aller dans les petites rues. Un autre exemple, à Athens City, énormément d'entrepôts ont été convertis tout simplement en stationnement étagé parce que Hambourg a profité de cette nouvelle configuration d'un quartier pour relever la hauteur des immeubles de 9 mètres. En fait, pour que s'il y a une inondation, donc en prévision des changements climatiques, les automobiles sont la seule partie des immeubles qui serait inondée. Bien sûr, vous allez me dire qu'en Europe, on profite toujours de l'occasion de faire un nouveau quartier pour faire une nouvelle ligne de transport en commun public qui dessert ce nouveau quartier. C'est vrai. Mais chose n'est pas perdue en Amérique. Non. La plupart des villes et des villages québécois ont un noyau villageois ou un centre-ville à côté duquel il nous est permis de penser développer des nouveaux quartiers. L'exemple de Drummondville de Fortissimo est exactement celui-là. Il est situé directement à côté du centre-ville et on pouvait se permettre de tout simplement prolonger les infrastructures, le transport en commun. Et donc, puisque le quartier est une prolongation du centre-ville, il était possible d'avoir des rues principales avec les livraisons, une desserte commerciale, mais il était possible d'avoir des petites rues, de planifier des petites rues beaucoup plus étroites, résidentielles, avec une densité plus intéressante, où les enfants jouent en n'ayant pas peur qu'il y ait des autos qui passent à tout moment. Une autre opportunité qu'on a mise de l'avant à Drummondville, c'est que la municipalité a accepté de réfléchir à faire un stationnement mutualisé. C'est-à-dire que pour faciliter le stationnement des résidents, mais aussi des travailleurs qui sont ceux des écoles et même de l'hôpital, l'idée était de faire un stationnement partagé entre tous, mais qui n'était pas donc sous les immeubles à construire, les nouveaux immeubles à construire, ou qui n'était pas en cours avant ou arrière des maisons à construire. Et ce qui est extraordinaire dans cette idée-là, c'est que les coûts des maisons devenaient moins chers. Donc, on participait à rendre plus abordables les constructions neuves, puisqu'elles n'avaient pas de stationnement à construire. Je souligne au passage que c'est la firme de Pierre Thibault qui a développé le plan directeur et nous avons eu par la suite l'opportunité de transposer ce plan en balises et en stratégie d'aménagement, sous forme de recommandations et de suggestions faites à la ville de Drummondville. Le stationnement occupe une place majeure dans les aménagements. Dans certains centres-villes, on parle même de 25 à 40 % de la superficie au sol qui est utilisée pour du stationnement. Donc, c'est un espace précieux puis ça mérite vraiment qu'on prenne le temps de s'y attarder. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un stationnement, c'est pas donné. Un stationnement de surface,
c'est environ 20 000 en dollars d'aujourd'hui, puis ça va juste augmenter dans les prochaines années. Et un stationnement dans un premier sous-sol peut aller jusqu'à 85 000 la case en dollars d'aujourd'hui. Selon certaines études, c'est facilement entre 1 275 à 2 700 une place de stationnement sur rue, que ça coûte à la collectivité. Donc, ce n'est pas anodin de construire beaucoup de stationnements. Réduire et limiter les stationnements n'est pas la seule solution. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, par exemple la mutualisation, l'autopartage, la tarification dynamique, le stationnement intelligent. C'est toutes des approches qui ont leur intérêt et chaque contexte va amener une solution différente. J'ai parlé longuement du stationnement, puisque c'est la contrainte majeure avec laquelle on doit travailler, mais évidemment, il y en a d'autres. Je pense à la collecte des déchets et au déneigement, par exemple. Pour la collecte des déchets, j'ai l'exemple de Kalasatama à Helsinki, en Finlande, où on a centralisé la collecte des déchets et où le centre de tri attenant à la collecte permet vraiment d'être efficace sur la collecte, oui, mais le tri des déchets et ensuite leur récupération. Il y a évidemment plusieurs stratégies de gestion des matières résiduelles. Un assez évident, c'est dans l'écoquartier de Stimoville, un point de collecte centralisé. On pense aussi aux collectes souterraines, au tri à la source, à l'optimisation des déchets encombrants. Ça représente plusieurs avantages de bien réfléchir à sa collecte des matières résiduelles. On évite d'encombrer les trottoirs avec plein de bacs. On favorise les personnes à mobilité réduite qui se déplacent, qui n'ont pas besoin de contourner ou de descendre dans la rue pour éviter les bacs, justement. Évidemment, toute stratégie de collecte des matières résiduelles doit s'accompagner d'une réflexion sur l'implication citoyenne, sur ce qu'on demande aux résidents, sa capacité ou sa volonté de participer à une autre façon de gérer nos déchets. C'est parfois des défis, mais les citoyens peuvent y voir aussi un avantage. Encore une fois, la consultation, l'implication, l'écoute sont des armes intéressantes pour faire changer les comportements et améliorer du même coup la façon de vivre nos quartiers. Une autre des contraintes importantes, c'est le déneigement. Évidemment, il ne faut pas le voir comme un simple service d'entretien. Ça fait partie d'un aménagement logique et planifié. Donc, est-ce qu'on ramasse la neige, on la charge, est-ce qu'on la laisse sur place, on la souffle, on fait simplement la dégager? Tous des éléments qu'il faut prendre en compte. À Drummondville, on avait réfléchi que le déneigement allait sur le terrain sportif. Donc, le terrain sportif l'été, parfait pour le soccer ou une autre activité, et pouvait accueillir des buttes de neige, pas trop salies puisque ce sont les rues résidentielles où les autos ne passent pas. Alors, les buttes de neige pouvaient devenir un jeu. Économie d'argent puisqu'on déneige sans avoir à charger la neige, alors que les rues plus importantes où il y a une circulation plus importante, bien là, on peut penser à charger la neige et s'en débarrasser. En fait, le déneigement nous amène à penser à la saisonnalité des quartiers. Évidemment, ce qu'on peut faire en hiver à un certain endroit dans le quartier, au Québec particulièrement, il faut réfléchir à qu'est-ce que ça peut être l'été. Dans le même esprit, l'approche avec la saisonnalité, c'est une réflexion d'optimisation aussi, mais pas avec le même objectif tout à fait. On est plus dans une optimisation de la programmation, de l'animation, du dynamisme du quartier. Nos saisons québécoises sont évidemment très variables et c'est donc la programmation à travers toutes ces saisons qu'on veut dynamiser au maximum. Avec l'hippodrome, on a eu la chance de réfléchir aux équipements collectifs. C'est exactement des réflexions comme ça qu'on mettait de l'avant. Comment occuper un lieu l'été, l'hiver, comment un pouvait se superposer à l'autre pour tantôt être de la gestion de l'eau, tantôt être un endroit pour recevoir de la neige et tantôt être un endroit de repos, tout simplement. Bon, arrachez-vous pas les cheveux. Les contraintes, c'est compliqué, je le sais. Mais il faut tout simplement les prendre une à une, bien y réfléchir en amont parce qu'elles vont être les conditions d'innovation de votre quartier. C'est par la somme de ces contraintes-là que vous allez trouver des solutions différentes, que votre quartier va avoir sa saveur propre et à trouver la façon de rendre le quartier agréable à vivre, dynamique et inspirant.